Bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Bonjour, je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur leur métier et vous livrent des conseils concrets pour un meilleur passage vers le monde professionnel. Si vous aimez le podcast Tout droit tout simple, n'oubliez pas que la meilleure façon de le soutenir et de le faire vivre, c'est de laisser un avis avec plein d'étoiles. En plus, cela permet à d'autres de les découvrir plus facilement. Bonne écoute! C'est avec un immense plaisir que j'accueille aujourd'hui Marek Nikoslowski, avocat à barreau du Québec depuis plus de 30 ans. Marek est québécois et a fait ses études dans la prestigieuse université McGill à Montréal, une ville attachante et surtout qui cultive son bilinguisme. Marek reviendra sur quelques aspects historiques de cette belle province pour bien comprendre cette biculture et il nous expliquera comment devenir avocat au Québec et quelles différences majeures il perçoit avec le droit français. Bonjour Marek et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce 5e épisode du podcast Tout droit tout simple. Alors tu exerces comme avocat au Québec, à Montréal précisément, dans le domaine de la propriété intellectuelle, brevets, droit d'auteur, copyright. Alors le Canada est membre du Commonwealth. C'est un État fédéral et je crois bien qu'il y a 10 provinces au Canada. Il y a une loi qui organise la répartition des droits entre le fédéral et les provinces, un peu comme si la province représentait la France et puis le fédéral l'Union européenne, en gros. Alors, c'est pas tout à fait le même système, mais en gros, pour schématiser, on va dire comme ça. Le Québec rajoute à ça une petite couche de complexité supplémentaire, puisque originellement, c'était colonisé par les Français et ensuite, ça a été récupéré par les Anglais. Du coup, cette province du Québec est marquée par une culture double. Alors, est-ce que ça s'identifie, d'après toi, plus à la tradition civiliste ou plus au common law? Oh là là, d'abord, bonjour Delphine, merci de me recevoir sur votre podcast qui me semble très intéressant. La logique que vous faites est bonne, c'est-à-dire que le Québec est une province dans un État fédéré. Et c'est effectivement assez semblable à ce qui s'est fait depuis une 50aine d'années en Europe, où la France est un État indépendant, mais quand même situé dans ce qui devient un super État fédéré. C'est en effet une double culture, vous l'avez souligné. Le Québec, à l'origine, a été colonisé par le Royaume de France. Et lors du traité de Paris, a été cédé au royaume anglais en 1700, j'oublie, mais probablement 63, je crois. Ça faisait déjà 2 siècles que Jacques Cartier avait découvert la Nouvelle-France et occupé ce territoire au nom du roi français, aux grandes dames des Autochtones qui sont toujours présents. Mais bon, toujours est-il qu'une certaine tradition française s'était installée. Il y avait des colons, il y avait les lois françaises, c'était bien avant le Code civil, donc l'ancien régime continuait à opérer. Et lorsqu'est venue la conquête, on parle toujours de la conquête parce qu'en effet, il y a eu une bataille à Québec. La française a été défaite par l'armée anglaise. Donc, la conquête est arrivée où on a voulu imposer le régime anglais. Mais en même temps, il y avait une reconnaissance par le roi de l'Angleterre qui vivait à l'époque les débuts de la Révolution américaine, qu'il fallait faire attention à ce qui se passait dans les colonies. Et donc est arrivé en 1774 le Quebec Act, l'acte du Québec, qui a reconnu formellement l'existence du droit civil au Québec. Ce n'était pas le Québec à l'époque, c'était dans les colonies françaises du Canada, occupées par les Anglais, parce que les Anglais avaient aussi des colonies autres que le Québec. Donc tout ça pour dire que cette culture double date de l'époque de la conquête et les quelques années qui ont suivi donc avec l'acte du Québec. Et ce qui fait en sorte qu'au Québec, le régime est double, en effet, où tout ce qui est droit civil, tout ce qui règle les questions des rapports entre personnes, les contrats, les droits de propriété, le droit des successions, tout ça, c'est le Code civil qui a
a été adopté au Québec en 1866 sur le modèle du Code Napoléon. Et donc, cette tradition a continué. Le principe fondamental, c'est que le droit civil est régi par le droit civil d'origine française napoléonienne, alors que tout ce qui est droit public est régi par la common law. Ah oui, donc il y a distinction droit privé, droit public. Ouais, exactement. Droit des sociétés, par exemple, hautement inspiré par la common law. Donc, tout ce qui est droit pénal, tout ce qui est droit administratif, c'est la common law qui vient s'imposer. Ah oui, le droit pénal, c'est common law quand même. D'accord. Absolument. C'est un peu un droit mixte, mais là, ça a plus penché vers le common law. Et donc, du coup, pour devenir avocat au barreau du Québec, il faut avoir étudié les deux systèmes juridiques alors. Force des choses, lorsqu'on va étudier le droit constitutionnel, le droit pénal, le droit administratif, le droit des sociétés, on aura été imbibé du système de la common law, effectivement. Et quand vous étudiez ces deux systèmes-là, on vous fait vraiment cette distinction dans les cours ou c'est pas non, du tout. d'accord. Là aussi, il y a double culture. Hein. Au Québec, tout est double culture. Hein. Sachez qu'au Québec, oui, c'est majoritairement francophone, mais l'anglais est quand même une langue officielle. Au Canada entier, le français est une langue officielle, donc on peut comparaître devant un tribunal n'importe où au Canada et se faire entendre soit en anglais ou en français. Toutes les lois fédérales sont promulguées en anglais et en français, tout comme les règlements, etc. Et au Québec, l'inverse est vrai, c'est-à-dire que tout se passe, l'anglais et le français sont deux langues officielles. Il y a les facultés francophones telles que l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal ou Laval, qui vont offrir un cursus qui est le droit au Québec, au Canada, qui mène à la profession de l'avocat ou du juriste. En passant, on reviendra à cette distinction, elle n'est pas vraiment réelle au Canada. Mais en même temps, on a la faculté de droit de McGill et d'autres comme Ottawa qui vont offrir un diplôme en droit civil ou un diplôme en droit common law, et souvent même combiné. En ce moment, McGill offre un diplôme qui est le Bachelor of Civil and Common Law, lié en droit civil et en common law. Mais ça c'est nouveau, il y avait pas, avant, on faisait pas les deux alors. Effectivement, avant, c'était, moi par exemple, quand j'ai fait McGill, j'ai fait les deux diplômes en 4 ans. On pouvait faire l'un ou l'autre en 3 ans. Mais McGill a fait une vraie tentative d'offrir un cursus vraiment de droit comparatif, où on met l'accent tant sur le common law que sur la common law, que sur le droit civil, et vraiment pour former des juristes pan-canadiens. Mais les étudiants qui vont étudier, par exemple, à l'Université de Montréal ou Laval, ou donc plus francophones, ils ont quand même un vernis de common law. Oui, mais uniquement au niveau du droit public. Ils ne seront pas exposés à la common law pour ce qui est droit des biens, droit des personnes. D'accord. Oui, il y aura cette distinction public-privé. Et alors, comment on devient justement, c'est quoi le parcours pour devenir avocat au Québec? Alors, au Québec, c'est encore un peu particulier par rapport au reste de l'Amérique du Nord, où on peut être admis en droit tout de suite après avoir terminé son secondaire lycée. Bon, c'est près de 13 années de scolarité. Et ici, c'est donc primaire, secondaire et 2 années de cégep. Cégep, c'est un collège qui est un peu équivalent à la première et terminale en France. Comme pour passer le bac, cégep. Voilà. Donc, rendu à ce stade de 13 ans de scolarité, on est admis pour pouvoir faire ses études en droit, et ce sont des études assez techniques, assez courtes. C'est 3 ans d'études de base à la faculté de droit, et on obtient donc son bachelier en droit, qui est donc licence en droit, et on peut tout de suite faire ensuite la prochaine étape, c'est qu'on est techniquement admis à la profession, ou on peut être admis à la profession, moyennant un cours additionnel offert par le barreau du Québec, qui est soit de 4 mois en accéléré ou 8 mois, à moins que je me trompe,
ça change tout le temps, hein. Mais donc, mettons 4 mois à 1 an de cours du barreau et un stage de 6 mois auprès d'un cabinet ou d'un avocat ou d'un juge, et on est admis à la profession si on passe les examens du barreau, qui sont quand même D'accord. assez difficiles. Donc il y a Et donc, 3 ans et ensuite les additionnels pour rentrer au barreau. Mais après c'est 3 ça. ans, on ne peut pas être admis au barreau. Il faut quand même C'est faire ça, ces... exactement. Non, D'accord. non, il faut absolument faire les cours du barreau, réussir les examens du barreau et un 6 mois de stage. Et là, D'accord. on Donc est après les 3 ans, en reçu. fait, on peut rien faire. Enfin, Non, on peut rien on peut faire. rien faire. Oui. Non, Est-ce qu'on si, peut... On n'a pas on le peut. titre d'avocat, mais est-ce qu'on pourrait Ouais. aller travailler en entreprise après ces 3 années de... Il est rare de de... le faire. Non, Les gens vont quand même aller chercher pousser... leur Oui, titre parce que au Québec, nous n'avons pas la distinction que vous avez en France, la distinction entre juriste et avocat. Nous d'accord. sommes tous des avocats ou des juristes, mais nous avons tous le titre d'avocat. Et pour avoir le titre d'avocat, pour pouvoir conseiller, donc c'est un titre restreint, donc pouvoir conseiller des tiers, et les tiers, ce serait même une personne morale pour laquelle on travaille. Pour être donc un conseiller juridique, il faut avoir le titre d'avocat. Et donc, ce sera très rare que les gens ne fassent pas le cursus complet pour être admis comme avocat du barreau du Québec. D'accord, oui. Donc, en fait, après ces 3 ans, finalement, si on ne le passe pas, on va devenir plutôt paralegal. Paralegal, c'est un cursus à part. Ah, c'est à part, d'accord. C'est à part, c'est vraiment, c'est pas aussi développé comme formation D'accord. que celle des avocats. Et je vous souligne aussi, Delphine, que c'est exactement le même cursus pour les notaires. Les notaires vont faire les 3 années de droit aussi, dans les mêmes facultés, suivre les mêmes programmes, etc. Sauf que c'est à ce moment-là qu'ils vont bifurquer après leur licence. Ils vont bifurquer vers l'école du notariat et la chambre des notaires. Les juges Et aussi, les juges, nous n'avons pas au Québec une magistrature professionnelle ou un cursus comme je pense vous l'avez en France. Les juges ici sont nommés à même les avocats avec au minimum 10 ans d'expérience. Alors, dès qu'on a accumulé 10 ans d'expérience, on peut poser sa candidature pour être juge à toutes sortes de paliers, de niveaux différents. Et une fois qu'on est nommé juge, c'est une nomination à vie ou c'est pour un C'est à vie. mandat? Ah, c'est à C'est vie. à vie, ouais. Mais on ne C'est peut à pas vie. revenir à la profession qu'on on peut Si, quand même. Ah oui, Oui, on voit à l'occasion des juges qui décident soit n'ont pas aimé la fonction de juge, démissionnent et reviennent à la pratique privée, ou à la retraite deviennent des juges ou des avocats conseils auprès de cabinets. C'est très flexible. Bon, un bémol aussi au niveau des juges. Au niveau des juges administratifs, on peut être nommé juge administratif sans avoir nécessairement cumulé 10 ans d'expérience. Souvent, c'est pour des termes prédéfinis de 5 ans ou autres selon le tribunal, etc. Et alors, quand on est avocat au Québec, est-ce qu'on peut plaider dans l'ensemble du Canada ou alors seulement au Québec? Et si on va dans d'autres provinces, il faut avoir un correspondant. Comment ça se passe? Alors voilà, encore, il y a cette dualité canadienne. Parce que effectivement, lorsqu'on est admis au Québec, en principe, on ne peut qu'exercer au Québec et chacune des provinces a son système de justice et surtout, le Québec est l'unique juridiction civiliste au pays. Toutes les autres provinces du Canada, vous l'avez mentionné, il y a 9 autres provinces, sont des régimes de common law. Bon, j'avais évoqué tout à l'heure le fait que l'Université McGill offre un diplôme qui permet de se qualifier dans les 2 régimes, civiliste et common law. Donc, on peut sortir de l'Université McGill avec les 2 diplômes qui vont permettre d'être admis au Québec et ailleurs. Mais dans les autres provinces, il faudra aussi passer une école du barreau, faire un stage, etc., pour être admis. Souvent, parmi les provinces anglophones de common law, il y a plus de facilité à cause d'un régime très semblable de droit. Mais bon, ceci étant dit, il y a quand même des tribunaux fédéraux au Canada. Il y a la Cour fédérale du Canada, qui est un tribunal de première instance
avec une cour d'appel et bien sûr la Cour suprême du Canada, mais j'y reviendrai. Donc, les tribunaux fédéraux entendent les affaires notamment en propriété intellectuelle, qui est mon domaine, que ce soit marque, droit d'auteur, brevet, etc. Également des affaires de citoyenneté, de taxes fédérales, etc. Et si on est admis dans un barreau d'une province, on peut plaider, bien sûr, devant la Cour fédérale. Il suffit d'être membre de l'une ou l'autre des provinces, des barreaux des provinces du Canada. Et donc, voilà. Donc, il y a encore cette dualité de tribunaux provinciaux et de tribunal fédéral avec une instance suprême qui est la Cour suprême du Canada. Depuis, alors je crois que c'est depuis 2010, mais peut-être que je me trompe, il y a un arrangement qui a été signé entre la France et le Québec qui prévoit qui facilite en fait l'installation des ressortissants d'un pays à l'autre. Et donc, un avocat français qui serait titulaire d'un master, donc le master c'est Bac+5, et qui serait membre du barreau français, peut intégrer le barreau québécois en passant, je crois, l'examen de déontologie. Est-ce que vous pensez qu'un employeur québécois aurait un intérêt à embaucher un avocat français qui a le barreau local, ou il aura plus tendance à favoriser un avocat québécois qui connaîtra aussi les deux systèmes dont on a parlé tout à l'heure? Je pense qu'il est difficile de généraliser. Mais ce qu'on peut dire, c'est la chose suivante. C'est que un juriste venant de France offre une perspective différente, offre une connaissance du régime non seulement français, mais européen. Donc, non seulement du régime juridique, mais également du régime économique, de toute la conjoncture, tout l'écosystème, oui. Tout l'écosystème, voilà, de l'Union européenne. Et de nos jours, c'est quelque chose qui est excessivement intéressant pour tout employeur, je crois. Et surtout les employeurs qui, de plus en plus, se tournent vers l'extérieur, ont des liens commerciaux avec l'Europe, sinon avec le monde. Et donc, cet aspect international est je pense, de plus en plus attrayant pour les employeurs. Alors, oui, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on voudrait peut-être qu'un jeune juriste ou une jeune juriste voudrait venir au Canada. C'est quand même le nouveau monde qui veut pas, est très dynamique, très entrepreneurial. On est à côté des États-Unis, c'est quand même l'Amérique, hein. Et malgré qu'on parle le français, on vit beaucoup en anglais, donc il y a cet aspect aussi de... Oui, la biculture, vraiment, quoi. Totalement la biculture, surtout à Montréal, moi à l'extérieur de Montréal. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, la vie est beaucoup plus simple, veut pas, que dans les grandes villes françaises. Je pense, Delphine, vous en savez quelque chose pour y avoir vécu quelques mois. Tout à fait. Donc il y a beaucoup d'attraits. Je dirais pas que c'est nécessairement facile, mais il y a définitivement des opportunités. Alors on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, mais effectivement, en France, récemment, en mars, au mois de mars, le ministre de la Justice a refusé un projet de loi qui vise à unifier les professions d'avocats et de juristes en France pour créer un statut d'avocat salarié en entreprise. Je crois que cette distinction entre avocat, donc profession réglementée, et juriste d'entreprise non réglementée, ça n'existe pas au Québec, cette distinction. Enfin, au Canada d'ailleurs, dans tout le Canada. Dans tout le Canada, en Amérique du Nord, cette distinction n'existe pas, avec le bémol suivant. C'est que c'est une profession réglementée, qu'on soit en pratique privée ou en entreprise. Le système hybride dont on a parlé, ça veut dire que ça octroie le legal privilege de la common law, c'est ça, et à la fois le secret professionnel du droit civil? Tout à fait, et honnêtement, chez nous, on fait très peu de distinctions, parce que vous verrez que, en fait, ce qui arrive, c'est que puisque cette notion de privilège émane du droit public, c'est une conception de droit public, on s'inspirera donc bien plus du concept de privilege de la common law qui sera carrément importé dans le droit du Québec. Toutes les notions
du pourquoi de cette protection nous viennent de la common law. Et en fait, au Québec, on va parler du secret professionnel, mais essentiellement, c'est le privilege de la common law. Oui, ce qui est un vrai problème effectivement pour les juristes français qui eux n'ont pas ce secret professionnel, et c'est ce qui est réclamé bien plus d'ailleurs que le titre d'avocat. C'est ce qui est réclamé par les juristes en France, et pour l'instant ça n'aboutit pas encore, mais c'est vraiment ce qui est réclamé. C'est vrai que c'est très dommageable, pas seulement pour les juristes, mais pour le droit français en général. Pour l'instant, les deux professions ne sont pas arrivées à se mettre d'accord sur un texte, et c'est pour ça finalement que le ministre l'a entériné. Mais je pense que ça va revenir, et ça revient régulièrement dans les débats juridiques. Bonne chance avec tout ça. C'est vraiment une exception française, cette distinction entre avocat et juriste d'entreprise. C'est très français, ça existe dans très peu de pays, et donc c'est compliqué même à expliquer. Est-ce que vous vous souvenez d'un dossier un peu marquant dont vous êtes, je sais pas, particulièrement fier, ou peut-être qui aurait bouleversé une jurisprudence dont vous voudriez nous faire part? Écoutez, il y a une vingtaine d'années, j'avais un dossier où j'ai été appelé à représenter des héritiers d'un homme d'affaires qui avait fondé une quincaillerie qui, somme toute, éventuellement a grandi, a été achetée par Castorama. Et donc, les héritiers à l'époque, leur aïeul, ça faisait une vingtaine d'années qu'il était décédé, et c'est eux qui avaient repris l'entreprise. Ils voulaient faire écrire un texte sur la fondation de l'entreprise et sur toute l'histoire de l'entreprise pour fêter son 75e anniversaire. Et c'est une affaire, vous m'avez demandé est-ce que j'en suis fier ou est-ce que c'est quelque chose de marquant. Je vous dirais que c'est quelque chose qui a été marquant parce que avec ce dossier, on a fait jurisprudence, et j'explique pourquoi. Parce que les héritiers ont engagé les services d'un historien pour écrire cette histoire de l'entreprise, lui ont donné accès à tous les documents de la famille, aux documents de l'entreprise et à toutes sortes de personnes qui avaient gravité autour de mon oncle, fondateur de l'entreprise. Mais le problème, c'est que l'historien a découvert plein de détails croustillants qui ne plaisaient pas aux héritiers. Et nous avons pu, donc le produit du travail est pondu, le texte est livré, le manuscrit est lu, et les héritiers décident qu'ils n'en veulent pas. Il y a eu des scandales qui auraient pu provoquer toutes sortes de répercussions politiques, etc. Les héritiers, oui, donc c'était même pas enlever quelques pages, c'était vraiment, ils voulaient pas du tout du texte. Ils voulaient vraiment pas du texte du tout. Et l'historien, malgré cela, voulait quand même le publier. On a dû prendre un recours et on a obtenu donc une injonction, un référé, pour interdire la publication du livre. Et donc, on a fait jurisprudence parce que c'était des nouvelles dispositions du code qui venaient d'être réformées, qui permettaient aux héritiers de contrôler, somme toute, l'histoire de la famille. C'était très à la mode à l'époque, mais après notre affaire, en fait, le code a été amendé parce que les gens y ont vu quand même une entrave à la liberté d'expression. Et moi-même, donc je dis que j'en suis fier parce qu'on a fait jurisprudence, j'en suis un peu moins fier parce que je trouve qu'au bout de la ligne, que taire l'histoire, surtout avec ce qu'on voit, ce qui se passe maintenant, un peu partout au monde, c'est probablement pas une bonne chose. Mais ça date quand même d'il comme je dis, 25 ans, donc on peut en parler avec un peu plus de quiétude. On a un peu voyagé là pendant cet entretien. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'exercer justement ailleurs qu'au Québec? Non, pas du tout. Seulement au Canada. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exercer ailleurs. J'ai beaucoup de clients, notamment français, et donc je viens souvent faire un tour en France, à Paris, Lyon et ailleurs. Ma pratique, c'est vraiment limité au Canada, mais par contre, puisque j'œuvre en propriété intellectuelle, je suis dans le domaine du droit fédéral.
Donc, j'ai eu l'occasion de plaider un peu partout. Je ne l'ai pas mentionné, mais la Cour fédérale est un tribunal itinérant qui est basé à Ottawa, donc la capitale nationale, fédérale, mais qui se déplace, qui va se déplacer à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Nouvelle-Écosse, etc. Et c'est marrant parce C'est-à-dire qu'elle prend ses quartiers pendant X années ou X mois, ou c'est non, pour un non, dossier non, non, particulier? c'est pour un dossier particulier. Ah, d'accord. Donc, il se peut fort bien, souvent dans le domaine justement de la l'API, on va faire face à des adversaires qui sont à Toronto, à Vancouver. Ce sont Montréal, Toronto, Vancouver, ce sont les 3 centres commerciaux, si vous voulez, du pays. Et le tribunal va se déplacer. Soit les avocats vont aller à Ottawa, ou bien le tribunal va se déplacer à Montréal, Toronto, Vancouver pour l'affaire. Donc, le juge doit vivre en fait dans la région capitale de la capitale nationale, dans les 100 kilomètres d'Ottawa, et va se déplacer pour un procès. Mais voyez-vous, au Québec, on a l'avantage extraordinaire, c'est qu'on parle l'anglais et le français, et on peut comparaître devant le tribunal en anglais ou en français. Et tandis que nos confrères à Toronto, Vancouver, pour la plupart sont unilingues anglophones. Et lorsque vient le temps de plaider, eux vont plaider en anglais, mais nous, on va plaider en français ou en anglais, et eux devront utiliser les services des interprètes qui sont bien sûr fournis, mais essayez donc de comprendre une plaidoirie complexe ou encore pire, parce que nous, on a aussi le système anglais des procès où les témoins témoignent de vive voix. Ce sont des procès qui souvent durent c'est longtemps, des jours, sinon des semaines. Un procès en brevet peut facilement durer 5, 6, 10, voire même 10 semaines. Et pour vous donner des exemples, on arrive souvent, surtout lorsqu'il est question de sociétés françaises. Je vous donne un exemple. On agit pour Airbus Hélicoptère. À l'époque, c'était Eurocopter. Dans une affaire de brevet, tous nos témoins étaient francophones. Nos experts venaient de la France, alors que nos adversaires, eux, étaient plutôt unilingues anglophones. Alors, essayer de suivre un interrogatoire ou un contre-interrogatoire en français. Donc, il faut qu'ils aient des interprètes absolument, absolument. en direct, en fait. Donc, ça peut être une vraie stratégie. En fait, c'est une vraie stratégie. C'est une vraie stratégie. Ouais, absolument. Et toutes les plaidoiries, les documents sont déposés, les plaidoiries, c'est-à-dire les procédures sont déposées en français, que eux doivent traduire, etc. Donc, et ça incite pas les avocats vraiment anglophones à faire un effort, ou à apprendre vraiment le français, parce que ça doit arriver quand même régulièrement. C'est pas toujours entre anglophones. Non, d'accord, mais là on entre dans le domaine donc de la politique, des us et coutumes. Vous savez, l'Amérique anglaise est quand même dominante, et nous sommes la petite province du Québec avec 7 millions d'habitants. Le Canada en compte 35. Alors, il y a Toronto, c'est la métropole économique quand même du pays, et donc on nous regarde un peu du haut du nez, disons. Ce n'est que maintenant que c'est vraiment accepté. Mais alors que je commençais dans ma pratique, c'était vraiment les avocats anglophones de Toronto essentiellement disaient « speak white ». Comment osez-vous présenter votre affaire en français, parler anglais comme nous tous. On sait très bien que vous parlez anglais. Moi, je suis totalement bilingue. Moi, je peux parler en anglais, en français. Je me fais un devoir et une fierté, plaider en français, simplement parce que il y a une expression en anglais, if you don't use it, you lose it. Et donc, c'est important que les droits linguistiques des minorités soient respectés. Donc, le français au Canada, anglais, et l'anglais au Québec. Donc, je vais également plaider en anglais devant un tribunal de la Cour supérieure du Québec pour les mêmes raisons. Merci beaucoup, Marek, pour toutes ces explications qui étaient très utiles, parce que c'est vrai que c'est comme assez différent du système français, donc c'est bien de mettre un peu les choses au clair pour tous les étudiants et autres personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter dans un proche avenir, à part pouvoir venir peut-être à Paris après la fin du Covid?
Bon, j'allais dire justement la fin du Covid pour nous tous, hein. C'est tout aussi compliqué pour nous en Amérique du Nord que ça l'est pour vous. On suit un peu ce qui se passe chez vous, comme j'en suis convaincu, vous suivez ce qui se passe chez nous. Ah oui. Non, c'est la santé et le bonheur dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup, Marek. Merci à vous, Delphine. À très bientôt. Vous retrouverez cet épisode sur mon site internet toutdroittoutsimple.com et sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'ils pourraient en bénéficier. Merci, à bientôt!